Bonjour. Le principe fondamental de la dynamique nous dit qu'une force va induire un vecteur accélération. Dans le cas de notre balle de golf qui se déplace dans le champ de pesanteur uniforme, une seule force agit sur la balle. Son propre poids. Nous avons fait le choix de négliger les forces de frottement. Dans cette situation, on s'est aperçu que le vecteur accélération de notre balle était simplement égal au vecteur champ de pesanteur. On retrouve la trajectoire de notre balle de golf qui est décrite dans un système d'axes, donc OY, l'origine est ici, OX, l'axe OX se trouve là. On peut représenter le vecteur champ de pesanteur, donc le vecteur champ de pesanteur il est toujours vertical, orienté vers le bas, donc c'est le vecteur G. Le champ est uniforme, donc en n'importe quel autre point de l'espace, je représenterai exactement le même vecteur. Et la norme de ce vecteur, dans notre exemple, on va prendre G égale 9,8 newton kilogramme moins 1, ce sera notre valeur pour notre situation. On peut représenter également le vecteur poids, donc l'unique force qui agit sur notre balle de golf. On va par exemple représenter le vecteur poids ici. Donc on a vecteur poids qui est égal à la masse de la balle de golf multipliée par le vecteur champ de pesanteur. Donc vecteur P et vecteur G sont collinéaires, les deux vecteurs P et G ont la même direction et le même sens. Et grâce au principe fondamental de la dynamique, on a découvert que l'accélération et le champ de pesanteur étaient égaux. Ça veut dire qu'en chaque instant, quel que soit le point de la trajectoire que l'on considère, si je veux tracer le vecteur accélération, par exemple en ce point-là, je vais tracer un vecteur qui est en tout point identique au vecteur G, mais que je vais appeler cette fois-ci le vecteur A, le vecteur accélération. A égale G. Le vecteur accélération et le vecteur champ de pesanteur sont indiscernables. C'est la même chose dans cette situation. C'est pour cela que parfois, au lieu de parler de champ de pesanteur, on parle d'accélération de la pesanteur. De la même manière, la norme du vecteur champ de pesanteur peut aussi bien s'exprimer en newton par kilogramme qu'en mètres par seconde au carré. J'ai ajouté sur le schéma des vecteurs vitesse. Donc on retrouve par exemple le vecteur vitesse initial et puis un certain nombre de vecteurs vitesse que j'ai choisis. Ce vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement et on constate très facilement que ce vecteur vitesse varie en termes de norme, c'est-à-dire sa longueur change, et aussi en termes de direction. Et la variation de ce vecteur vitesse, qu'on peut calculer en calculant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, n'est autre que le vecteur accélération. Le fait que le vecteur vitesse varie, change, va induire l'existence de notre vecteur accélération. Alors pourquoi le vecteur vitesse varie? Pourquoi un vecteur accélération existe? Eh bien parce que notre système est soumis à une force. Si la balle de golf n'était soumise à aucune force, une fois lancée, elle se déplacerait en mouvement rectiligne uniforme, en ligne droite et à vitesse constante. Mais à cause de la force qui agit sur elle, donc le poids, cette trajectoire est incurvée et on passe de la trajectoire en ligne droite à cette trajectoire en forme de cloche. Donc c'est bien la force qui va générer le vecteur accélération et le vecteur accélération est une image de la variation du vecteur vitesse. Une petite astuce maintenant. Pour savoir comment évolue la valeur de la vitesse de notre système, donc la norme du vecteur vitesse, il suffit de considérer l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération en un point donné. Si je choisis justement ce point, on constate que l'angle entre les deux vecteurs est un angle obtus. Quand l'angle est obtus, la valeur de la vitesse va diminuer. C'est plutôt logique, notre balle de golf en montant va perdre de la vitesse. Par contre, si je me place maintenant en ce point-là, on voit que l'angle entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse est un angle aigu.
à ce moment-là, la valeur de la vitesse va augmenter. En descendant, la balle prend de la vitesse. Nous avons dit que le vecteur accélération était égal, dans notre situation, au vecteur champ de pesanteur. Ce n'est pas du tout un cas général, hein. C'est dans notre situation d'un projectile qui se déplace dans un champ de pesanteur uniforme, une situation dans laquelle également nous avons négligé les frottements, une situation très particulière. Ces deux vecteurs sont égaux, et on se souvient que quand les vecteurs sont égaux, cela signifie aussi que leurs composantes sont identiques. Donc si on connaît les composantes horizontales et verticales du vecteur champ de pesanteur, cela signifiera qu'on connaîtra également les composantes horizontales et verticales de notre vecteur accélération. Le vecteur champ de pesanteur est vertical et orienté vers le bas. Ces composantes sont faciles à déterminer. Étant donné qu'il est vertical, il n'a aucune composante, aucune contribution sur l'axe OX. Donc la conséquence, c'est que g de x est égal à 0. D'autre part, la composante verticale a une valeur absolue qui est identique à la longueur du vecteur, c'est-à-dire à sa norme. Ici, on n'a rien d'autre que la longueur de gy. La norme du vecteur, c'est petit g, mais sans la flèche, et donc on va se retrouver avec gy égale g. Mais attention, le vecteur g est descendant sur la figure, alors que l'axe OY monte. C'est pour ça qu'on va attribuer un signe moins à la composante gy. Vecteur A est égal à vecteur G. Si les deux vecteurs sont égaux, leurs composantes sont égales. Donc la composante Gx est égale à la composante AX et la composante Gy est égale à la composante AY. On peut donc écrire, d'une manière très claire et officielle en quelque sorte, les deux composantes de notre vecteur accélération de notre balle de golf qui se déplace dans le champ de pesanteur uniforme, les frottements étant négligés. On obtient ainsi nos deux premières équations horaires du mouvement. La première, c'est la composante AX, la deuxième, c'est la composante AY. Voici nos deux premières équations horaires. Ce sont des équations horaires. Elles dépendent donc du temps. Les composantes AX et AY sont susceptibles de varier au cours du temps. Mais dans notre situation, quelque chose d'étrange se produit. La composante AX, en permanence, est égale à 0. Il n'y a aucune accélération horizontale. Cela signifie qu'horizontalement, notre mouvement, finalement, est un mouvement rectiligne uniforme. Cela revient à considérer qu'au lieu d'étudier le mouvement de notre balle de golf le long de la trajectoire, on étudie le mouvement de l'ombre de la balle de golf portée au sol. Eh bien, on s'apercevrait que cette ombre avance en ligne droite et à vitesse constante, un mouvement rectiligne uniforme sans aucune accélération. Quant à l'accélération verticale, elle est en permanence égale à moins g, donc moins g c'est égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré. C'est une accélération négative, cela signifie simplement que le vecteur accélération pointe vers le bas. On se retrouve avec la valeur de moins 9,8 ici. Accélération constante. Intéressons-nous maintenant à la norme du vecteur accélération. Donc voici une situation générale où on a un vecteur accélération quelconque et ses deux composantes AX et AY. Donc on observe finalement quoi ? Un triangle rectangle dans lequel l'hypoténuse correspond à la norme du vecteur accélération, ce que l'on cherche. Les deux autres côtés sont AY et AX, et on peut donc, en appliquant tout simplement le théorème de Pythagore, écrire que la norme du vecteur accélération est égale à la racine carrée de AX carré plus AY carré. Donc une relation tout à fait générale qui peut d'ailleurs être utilisée pour n'importe quel type de vecteur dont on connaît les composantes. Au passage, si le mouvement était en 3 dimensions, il faudrait rajouter une composante AZ,
et à une dimension, la composante AX serait suffisante. Dans notre cas, pour notre balle de golf, si on réalise le calcul, on obtient quelque chose de très simple, puisque on se souvient que notre accélération horizontale AX est simplement égale à 0, elle est nulle en permanence, donc c'est 0 au carré, et l'accélération verticale AY est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré. On remarque que le carré qui est ici va tuer en quelque sorte le signe moins qui est là. C'est très important puisqu'une norme, quel que soit le vecteur dont on parle, vecteur accélération, vitesse, vecteur force, vecteur position, une norme doit toujours être un nombre positif. Et là, on découvre donc que la norme vaut 9,8 mètres multiplié par des secondes à la puissance moins 2. 9,8 mètres par seconde au carré, c'est l'accélération de notre balle de golf. Et voilà, maintenant, nous connaissons tout sur notre vecteur accélération. Nous savons que c'est un vecteur vertical orienté vers le bas, qu'il est en permanence égal au vecteur champ de pesanteur. Nous connaissons ses composantes, composante horizontale AX égale à 0, composante verticale AY qui est égale à moins G. Ces deux composantes constituent ce qu'on appelle des équations horaires, donc nous avons déjà deux équations horaires à notre disposition. Et enfin, nous savons que le vecteur accélération a pour norme, dans notre situation, 9,8 mètres par seconde au carré. En conclusion, nous avons donc une balle de golf dont le vecteur accélération ne dépend pas de la masse. Si la balle était plus ou moins lourde, son vecteur accélération serait identique. Cela vient du fait que notre balle est en chute libre, elle n'est soumise qu'à son propre poids, nous avons négligé les forces de frottement. La conséquence, c'est que lorsqu'on lâche d'une même hauteur deux objets de masse différente en chute libre, ils vont atteindre le sol au même moment. C'est une expérience qui a été réalisée lors des missions Apollo. L'astronaute David Scott a lâché d'une hauteur identique un marteau et une plume, et ils ont atteint, ces deux objets, le sol lunaire au même instant. Un feutre, une feuille de papier. Deux objets en chute soumis à leur poids. On voit qu'ils ne touchent pas le sol en même temps parce que leurs accélérations sont différentes. Pourquoi leurs accélérations sont différentes? Parce que ces deux objets ne sont pas en chute libre. Les forces de frottement ne sont pas négligeables, surtout dans le cas de la feuille de papier. Alors essayons autre chose, et prenons cette feuille et froissons-la de manière à réduire la surface de contact entre la feuille et l'air. Et refaisons l'expérience. Donc je vais lâcher depuis des altitudes similaires deux objets qui ont des masses bien différentes, et on observe cette fois-ci qu'ils touchent le sol à peu près en même temps. On est presque dans une situation de chute libre, puisqu'on peut, sur ce mouvement-là, quasiment négliger les frottements. Les deux objets ont la même accélération, ils touchent le sol en même temps. À bientôt.